J'ai toujours pas d'intro, donc on va faire sans. Welcome back, everyone. We are giving this a fourth go with the cat on my lap. Unfortunately, you can't see her because she's out of the webcam, but at some point she might decide she doesn't like the reading and you might see her pop up to move around. I don't know. So we had to stop halfway through something last time. Let's pick up again where we left off. Ces événements firent grand bruit et parvinrent aux oreilles du pieux empereur Charlemagne. Ce prince était grandement dévot à saint Michel. Il fit peindre sur ses étendards l'image de cet esprit bienheureux. Il le prit pour l'un des protecteurs spéciaux de son immense empire. La première chapelle du Mont avait été abattue environ 3 siècles après sa fondation par saint Aubert, et Richard Ier, duc de Normandie, de la famille de Hugues Capet, fit construire à sa place une vaste église entourée de bâtiments spacieux, destinés à des moines réguliers de l'ordre de Saint-Benoît. Mais cette même église fut consumée par un incendie quelques années après, et Richard II commença la fondation magnifique dont il reste encore aujourd'hui une partie. Le samedi saint de l'année 1103, au moment où les religieux sortaient de l'église, la voûte de la nef s'écroula, emportant une partie du dortoir, et 9 ans après, le vendredi saint de l'année 1112, pendant l'office des matines, la foudre mit feu à l'église, qui fut consumée avec tous ses bâtiments. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun des religieux qui y assistaient à l'office n'éprouva de mal, et que les maisons de la ville furent épargnées. Oups, trop loin. Enfin, en 1155, un tremblement de terre se fit sentir au Mont-Saint-Michel, et si affreux qu'on croyait voir à chaque instant s'écrouler tous les édifices. Les abbés qui se succédèrent, et en particulier Robert de Torigny, réparèrent avec tant de soin les édifices qu'ils les firent plus beaux qu'avant l'incendie. Lorsqu'en 1203 la Normandie passa enfin sous l'obéissance au roi de France, le 17e abbé Jourdan, étant demeuré fidèle à Jean sans Terre jusqu'au bout, eut à soutenir un siège long et pénible contre les Bretons, conduit par Guy de Thouars, allié du roi de France Philippe Auguste. L'abbé, sommé de se rendre, s'y refusa, et les Bretons mirent le feu au monastère dont il ne resta que les édifices voûtés, l'église et les bâtiments en pierre. Lorsque Philippe II eut soumis et pacifié tout le pays, il donna lui-même l'argent nécessaire pour réparer l'abbaye, et l'abbé Jourdan s'acquitta de cette mission avec infiniment de goût et de magnificence. Nice little engraving here. Cat hair all over the place. But you're so cute. Maison où est né Duguesclin. Hmm. Chapitre 7. Guillaume de Normandie. You English people would know him as William, probably, rather than Guillaume. Sorry, girl, I just want a bit of a drink. Après le complet achèvement du cloître par Richard de Toustain, I can't remember if I decided to say Toutain ou Toustain, l'auteur de la tradition célèbre dont nous avons parlé à l'égard du monastère, survint la destruction de l'église par la foudre en l'an 1300, et l'incendie, dit-on, fut si intense que le métal coulait ardent sur les édifices. Non, il aura brûlé, hein, ce bâtiment. Plusieurs fois encore, en 1350, en 1374, au commencement du XVe siècle et enfin en 1576, la foudre détruisit tantôt les bâtiments, tantôt l'église du Mont. Mais toujours par les soins des vénérables abbés, dont la plupart furent vénérés dans leur mémoire comme des saints, les bâtiments détruits furent rebâtis avec plus de magnificence. Les libéralités de nos rois leur vinrent plus d'une fois en aide, il est vrai. Ainsi Philippe le Bel aida t-il les religieux à rétablir l'église et les bâtiments de la cité lorsqu'ils furent détruits par la foudre, et Charles VII envoya de même une forte somme d'argent en 1421, époque à laquelle s'écroulèrent la voûte du chœur, puis le chœur tout entier. C'est à cette époque que se rapporte aussi la fondation de quelques magnifiques vitraux qui ornaient l'église, et qui ont disparu depuis longtemps, ainsi que la plupart des verrières de Normandie, réputées cependant, après celles de Chartres, pour les plus belles et les plus savantes. Le mont Saint-Michel a mis I think there's a typo here. Le mont Saint-Michel avait déjà pris une place importante dans l'histoire de nos guerres.
Il ne cessa d'être en butte aux invasions des Normands que lors de leur installation définitive dans une de nos meilleures provinces. Une fois établis sur nos côtes, ces pirates semblaient devoir être un solide rempart contre les entreprises de l'Angleterre, la vieille ennemie de nos triomphes et de notre repos. Cette époque de l'installation des Normands en France, époque où la France et l'Angleterre rivales semblent malgré elles liées l'une à l'autre sur la carte de l'Europe du Moyen Âge, cette époque est sans doute une des étapes les plus intéressantes de notre histoire nationale, et nous sommes fâchés de ne pouvoir en parler que si légèrement. Il y aurait beaucoup d'intérêt à suivre les effets progressifs du mélange des races, tant en France qu'en Angleterre, après la conquête de Guillaume. La fusion des idiomes et des coutumes se remarque dans les chartes publiques et privées des deux royaumes. On retrouve du vieil anglais dans des chartes normandes de 1070 et 1080, et l'ancien idiome normand se retrouve dans des manuscrits anglais du XVe siècle. Il est encore plus curieux de suivre les migrations des familles normandes à la suite du grand Guillaume après la conquête, et il y a là une mine inépuisable des épisodes les plus intéressants. Cette révolution, opérée si brusquement dans le peuple aimable d'Alfred le Grand et d'Édouard le Confesseur, par une race de barbares récemment baptisés et initiés à peine aux lumières de la civilisation chrétienne, est un grand drame historique, est un grand drame historique qui, comme tant d'autres, n'a point encore été mis en lumière. La raison en est simple, c'est que pour tirer de là des romans, il faudrait être un peu historien, et l'érudition n'est pas toujours le fait des romanciers. Autrement dit, tout le monde a de l'imagination de ce temps-ci, mais tout le monde n'a pas du savoir. Ça va, Marcus? Ce fut donc à la suite du conquérant que s'établirent en Angleterre un nombre immense de nobles familles du pays d'Avranches. C'est ainsi que les seigneurs de Soligny, de Romilly, de Penel, de Bresset, les Saint-Pierre-Langeais, les Sourdeval et quantité d'autres se fondirent, sorry, on va y arriver, et quantité d'autres se fondirent avec la noblesse anglaise en y transportant leurs biens et en y formant des alliances. La douce et fière rare saxonne lutta vainement contre l'influence des vainqueurs. Elle fut dépossédée en faveur des barons normands, et après avoir épuisé ses forces dans d'inutiles combats, elle finit par plier sous le joug. Je me demande, I think this one should have been race, la douce et fière race saxonne instead of rare. She typos in there. Les religieux du Mont-Saint-Michel, pour quelques revenus qu'ils avaient cédés à Guillaume, furent largement récompensés, et l'on croit que ce fut des bienfaits de ce monarque que l'abbé Renaud fit construire les bâtiments qu'on appelle encore la Merveille. Il fonda, j'ai perdu ma ligne, il fonda un prieuré dans le pays d'Avranches et dota les religieuses de Sainte-Anne, auxquelles il envoya dans la suite ses deux filles, ainsi que nous l'apprend Prévost d'Exil dans la vie de ce prince qui nous a laissés. Chapitre 8. Il a été vite le chapitre 7 en fait. Les fils du conquérant. Une histoire touchante se dégage ici des sévères annales du monde. C'est celle du prince Robert de Normandie, l'un des fils cadets du conquérant, figure aimable et mélancolique, sorti de ce type farouche des temps barbares comme une fleur d'un rocher, un rayon de miel d'une mâchoire de lion. Ce jeune prince, héritier de Guillaume dans son duché de Normandie, avait deux frères. Guillaume, successeur au trône d'Angleterre et surnommé le Roux, et Henri, sans apanage, qui acheta de son frère aîné le Cotentin et l'Avranchin. Tandis que les trois princes s'établissaient dans leur domaine, une faction secrète tenta d'élever au trône d'Angleterre le duc de Normandie à la place de son frère. Les factieux prirent les armes et s'enfermèrent dans Rochester. Une invasion des Gallois fit diversion un instant à cette entreprise, et Guillaume le Roux, parvenu à pacifier ses États, jeta sur la Normandie des regards pleins de courroux. Il fit jurer à tous les barons de punir son frère de cette tentative d'usurpation. Les barons jurèrent de le suivre et de servir sa vengeance. Le roi descend sur les rivages de la Normandie et dirige ses troupes sur Rouen. De son côté, Henri, à la tête de la jeune noblesse d'Avranches, court à l'aide de son frère Robert et taille en pièces les troupes saxonnes. Guillaume n'est pas découragé par cet échec. La colère fermente dans son cœur, et l'orgueil humilié échange en haine le ressentiment de l'injure. Il s'avance avec une nouvelle armée, et Robert, plein d'effroi et de repentir, demande la paix, en offrant pour prix du traité le Mont-Saint-Michel et Cherbourg. Mais le prince Henri se croit frustré dans ce partage, et se souvenant qu'il avait été injustement oublié dans l'héritage paternel, il rassemble lui-même des troupes et fait sa place d'armes du Mont-Saint-Michel.
Guillaume se joint à son frère, et tous deux établissent leur camp sur les grèves. C'était merveille, disent les chroniques anglaises de cette époque, de voir sous les verts ombrages des côtes toutes ces tentes de diverses couleurs, et les bannières étincelantes qui de loin flottaient parmi les arbres, pendant que sur les remparts du mont brillaient les panaches, et que le soleil, dardant sur l'acier des casques et des lances ses rayons ardents, jetait un éclat éblouissant. À la fin du jour, 1000 torches éclairaient dans la nuit le dôme du mont, qui semblait être un météore dans les cieux. Mais sitôt que reparaissait l'aurore, ces braves guerriers, l'arme au poing, s'avançaient, visière baissée, au milieu des grèves, brisant leurs lances les unes contre les autres. Tristes témoins de ces combats, les femmes, assises sur les coteaux, faisaient des vœux pour leurs époux ou leurs enfants. Et alors, bientôt sur la grève, pleuvaient des débris d'armes, des tronçons de lances, de casques, de harnais, de caparaçons déchirés. La mer, mugissant dans le lointain, mettait fin au champ de bataille et le couvrait de ses flots. Bientôt Guillaume, fatigué des longueurs du siège, résolut de prendre la place par la famine. De la cité de Genêt, où il avait assis son camp, au village d'Arvedon, de l'autre côté du mont, il ceignit la place d'un cordon de troupes, et pendant 40 jours, le camp du prince Henri fut réduit aux dures extrémités de la soie. Au bout de ce temps, le roi d'Angleterre se rencontra un jour avec un vaillant chevalier qui brisa sa lance, et après avoir fait mordre la poussière à son blanc coursier, le tua sous lui. Il l'avait acheté le matin même 15 marcs d'argent. Traîné longtemps par les pieds sur le sable brûlant, il ne dut son salut qu'à l'épaisseur de sa cuirasse. Mais voilà que tout à coup le chevalier qui l'avait renversé saisit son épée et s'avance pour lui couper la tête. Arrête, chevalier, s'écria en cette extrémité Guillaume, je suis le roi d'Angleterre. À ce cri, le guerrier baisse la pointe de son épée et la remet dans le fourreau, tandis que la foule des soldats reste interdite, et que les assiégés et les assiégeants se réunissent autour du monarque. On amène à Guillaume un cheval frais sur lequel il monte. Mais avant de se retirer, il fait avancer le vaillant chevalier qui l'a terrassé. Avance, lui dit le roi. Qui es-tu? Je suis un obscur chevalier, dit le vainqueur. Je ne croyais combattre qu'un simple chevalier comme moi, car je ne pensais pas qu'un roi puisse s'exposer à un grand danger. Mais puisque j'ai eu cet honneur d'avoir à ma merci la vie d'un grand monarque, je demande pour toute grâce d'être conduit auprès du duc Robert. Par la face de Saint-Luc, repartit le roi, tu tiendras une place parmi ceux que j'honore de mon amitié. Qu'il soit fait selon ta demande. Conduit au camp du duc de Normandie, l'inconnu resta seul avec lui, et se jeta à ses pieds. Je viens, lui dit-il au nom du prince Henri, faire entendre à vos oreilles quelques paroles de paix et de douceur. Ne refusez pas plus longtemps à votre frère l'eau que Dieu accorde à tous les hommes. Il est glorieux de vaincre par la bravoure et le courage. Je vais y arriver, hein. Il est glorieux de vaincre par la bravoure. Mais non! Enfin! La troisième, c'est la bonne. Il est glorieux de vaincre par la bravoure et le courage, mais triompher par la ruse et la force n'est pas digne d'un chevalier chrétien et d'un prince valeureux. Boum. Le duc Robert était brave et généreux. Ses reproches touchèrent son cœur et il accorda de l'eau à son frère. Le roi d'Angleterre l'apprit. Il entra en colère et lui dit avec ironie: Et quoi? Est-ce ainsi que vous avez appris à vaincre vos ennemis? Comment en viendrez-vous à bout en leur fournissant, j'ai du mal, c'est dingue! Comment en viendrez-vous à bout en leur fournissant ce qui leur manque? Trying to go too fast. Mais Robert, ému de compassion pour le prince Henri, lui repartit. Préférez-vous donc l'eau à la vie de votre frère et de tous les siens? Où trouverons-nous un autre frère quand nous aurons perdu celui-ci? Le roi ne répliqua rien. Il se retira dans son camp, et le lendemain il leva le siège. Henri, à cette nouvelle, accourut. Il jeta au loin ses armes et, embrassant étroitement ses frères, leur demanda leur amitié. Cette réconciliation des trois frères dura tout le reste du règne de Guillaume le Roux. How many people died in that blooming war just for an argument between brothers? Anyway, we have 53 seconds left, so I think I'm going to stop here, which is probably good because I'm getting really angry at men's stupidity. So there you go. You didn't really get to see much of the cat, I think, but she stayed. She just turned around and she's purring along on my lap. Everybody should have that every so often if you like cats. If you don't like cats, I hope you have something else that you like. Thanks for watching, and I will see you in another video. Ciao!